C'est même famille. Mais au lieu de boire la cigasso, en ta paquet, à boire la cigasso. Les Sidibé viennent du Mali, mais avec la frontière, cette partie de la famille s'est retrouvée géographiquement en Côte d'Ivoire. Du coup, le tracé a fragmenté le tissu social et familial, en créant au passage de nouvelles identités. Les Sidibé sont maintenant ivoiriens ou maliens, et désormais, ils doivent choisir leur camp. Vous êtes en même temps ivoirien, en même temps malien. Il n'y a pas malien, c'est ivoirien. En réalité, il n'y a pas de camp, puisque d'un côté comme de l'autre de cette frontière, c'est la même famille, la même langue, la même religion et le même territoire. Mais tout cela a été ignoré. Vous n'avez pas compris le niveau de mépris. Vos frontières ne sont pas des frontières. Vos peuplades ne sont pas des peuples, c'est des tribus sauvages. On vous a parqué dans des frontières que nous avons décidées. Ok? Maintenant, vous avez une seule chose à faire, c'est d'être gentil et de vous taire. On retrouve le même cas de figure dans les villages de Pogo et l'Alé-Rabat, où les tracés ont éparpillé le peuple sénoufo dans 3 pays différents, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Vous dites que la frontière, c'est le seul étranger en Afrique. Bien sûr, les Maliens, les Ivoiriens, on est mélangés depuis on est un. Nous n'avons pas de différence entre nous. C'est le même peuple. C'est les pièces qui différencient. C'est le blanc qui voit qu'il y a la frontière. Mais nous, en tant que les habitants de ces villages, nous ne voyons pas de frontières. On remarque aussi qu'il y a beaucoup de peuples qui se ressemblent et qui ont presque les mêmes similitudes linguistiques, oui, mais aussi un peu culturelles. Oui. Avec les Berbères, les gens du Nord Mali dans le désert, ils ont vraiment des acquaintances avec l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, etc. Tout ça a été séparé par les frontières. À l'ouest, on n'est plus Akan, mais plutôt Togolais, Ghanéens, alors qu'on a les Akans dans tous ces pays. Au centre, on n'est plus Fan, mais Camerounais, Gabonais et Équato-Guinéens, alors qu'on a des Fans dans tous ces pays. Ça a été fait à des fins purement économiques par le colonisateur, et puis par des fins administratives aussi. Et c'est de là que viennent les frontières actuelles. Après les indépendances, les Africains se sont assis, ils ont pris une résolution qui était l'intangibilité des frontières. Qu'est-ce que ça veut dire, intangibilité des frontières? Toutes les frontières héritées de la colonisation restent ainsi. Donc, en choisissant l'intangibilité des frontières, c'est aussi garder les problèmes que cela avait apportés. On n'y pourrait rien, c'était déjà un fait accompli. Et comme on est maintenant des citoyens de différents pays, il va falloir des visas pour circuler. Tenez par exemple, tous les deux, Hichem, le caméraman, et moi, on est africains. Moi, je viens du Rwanda, Hichem vient de Tunisie, et on est en train d'aller en Afrique de l'Ouest pour tourner des reportages, mais il nous a fallu demander des visas et même payer des visas. Pourquoi des professionnels africains ont besoin de visas pour aller travailler en Afrique? Ajoutez à ça les douanes, car désormais, tout ce qui bouge sera taxé. C'est ce que m'explique Franck Stéphane Dédi. Maintenant que je dois aller voir ma famille, par exemple au Ghana, à partir de l'Est de la Côte d'Ivoire, il faut bien que je paye des droits, il faut bien que les biens que j'importe ou j'exporte, selon la position où je me trouve, soient bien entendu taxés. Et c'est en ce moment-là que pour les populations, ça devient donc un problème supplémentaire auquel elles ne faisaient pas face par le passé. Aussi, le commerce transsaharien et les échanges qui se faisaient essentiellement entre royaumes africains ont été extravertis. Et vous allez voir que même le chemin de fer avait direction nord-sud. On prenait les matières premières et on les amenait vers les ports pour leur exportation. L'autre conséquence a été la mauvaise répartition de la population et des ressources. Pendant que certains ont obtenu des débouchés sur la mer, d'autres ont hérité de vastes étendues de terres arides et inexploitables. À son tour, la mauvaise répartition des richesses a impacté l'émigration des populations qui se sont déplacées vers les pays ayant le plus d'opportunités, c'est-à-dire les pays côtiers. Quand un entrepreneur burkinabé ou un agent économique burkinabé veut importer un produit, ça va passer par le port d'Abidjan. Il va payer des taxes, il va transporter en traversant tout le pays. Aux frontières, il paye des taxes d'entrée, ainsi de suite. Mais les conséquences vont encore plus loin. Ces découpages et les migrations qu'ils ont provoqués ont causé des chocs de culture. Par exemple, des éleveurs obligés de traverser la frontière pour trouver de nouveaux pâturages pour leurs troupeaux. Des agriculteurs qui se plaignent que le bétail des nomades détruisent leurs champs. Car certains doivent maintenant aller cultiver leurs terres, mais dans un pays qui n'est pas le leur.
Résultat des courses, des problèmes fonciers, des conflits identitaires et religieux, des guerres idéologiques, mais surtout des conflits de frontières. Plus de 32 conflits territoriaux ont éclaté en Afrique entre 1974 et 2002, ce qui en fait le continent le plus affecté par ce type de conflit. Depuis l'indépendance, l'Afrique est un continent toujours en guerre, constate l'auteur Mathieu Lours. Guerre plus ou moins généralisée de tous contre tous. On a dressé les uns contre les autres parce que c'est quand les Africains, les nègres s'entretuent que l'Occident a le temps d'exploiter les matières premières. Et puis on se range du côté de celui qui a cette matière première pour casser la gueule à l'autre. C'est pour toutes ces raisons que les pays africains, à travers l'Union africaine, veulent décoloniser les frontières. Le passeport africain doit être à l'ordre du jour, doit être effectif, de sorte que du Zambèze, de Dar es Salaam à Dakar, du Cap au Caire, on n'a pas besoin de visa pour arriver dans un pays africain. Que les économies, comme le prévoit la ZLECAf, puissent vraiment fonctionner de façon connectée. Et je pense que c'est à ce prix que même sans remettre en cause les frontières que nous avons, nous pouvons arriver à un continent où les biens et les hommes circulent sans entrave. Le but de la ZLECAf, c'est de transformer les 55 pays africains en un seul et unique marché économique. On parle d'un territoire colossal, d'1,2 milliard de consommateurs, avec un PIB cumulé de 2000 milliards d'euros. Pour moi, il faut le faire de façon graduelle, afin de pouvoir habituer progressivement donc, les différentes politiques et tout à ce schéma beaucoup plus global. Cette intégration progressive consiste à consolider d'abord l'unité au niveau des 8 CER, les communautés économiques régionales qui existent déjà, pour une simple raison. Parce qu'on ne peut pas prétendre régler à l'échelle continentale certains problèmes qu'on n'arrive pas à trancher dans des sous-blocs régionaux. Une fois les blocs consolidés, la phase suivante sera de les jumeler d'ici 2063. C'est quelque chose qui peut aboutir, mais en condition qu'il y ait la sincérité dans les relations entre les États. Mais ce qu'on n'arrive pas encore à faire, parce que nous avons des égoïsmes nationaux qui ont encore la peau dure. Les pays africains réussiront-ils à faire taire leurs égoïsmes nationaux afin de s'unir? Et l'Union africaine parviendra-t-elle à unir ce que les frontières ont désuni?